c'est que bon, la théorie de l'électromagnétisme, j'y reviendrai un peu plus tard, elle a été connue à partir des années 1860, 60-70, avec un Anglais qui s'appelle Maxwell. Moi, si je viens à la photo d'après, de toute façon. Donc, si tu peux passer à la photo d'après. Donc la petite Donc, photo de famille, les pères de la physique et de voilà, l'éther. voilà. Donc, euh, avant Einstein, avant la relativité générale, finalement, la physique du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, mais même depuis l'Antiquité, et il y avait les physiciens ou les philosophes de l'époque, du Moyen Âge, etc., disaient l'univers doit être rempli d'un éther, de quelque chose qu'on appelle l'éther. Bon. Et cet éther, on supposait que c'est ça qui permet à la lumière d'arriver, la lumière, mettons, du soleil, d'arriver jusqu'à nous. Et déjà, donc Descartes, dans les années 1600 et quelques, faisait l'hypothèse que, eh bien, les planètes tournaient dans le ciel grâce à des tourbillons d'éther. Donc ça, c'est l'hypothèse de Descartes dans un livre qui s'appelle Principe philosophique. Et donc Descartes dit oui, il doit y avoir l'espace doit être découpé en grands tourbillons d'éther, et c'est ça qui fait tourner les planètes. Et en plus, les planètes, oui, oui, parce qu'à l'époque, ils parlaient pas les étoiles, ils savaient pas trop ce que c'était. Et donc ça fait tourner les planètes. Et en plus, il dit, les planètes sont au cœur du tourbillon, au centre du tourbillon. D'accord? Donc, tu as un grand tourbillon et puis tu as d'autres tourbillons et la planète est au centre du tourbillon, d'un tourbillon. Bon. D'accord. C'était l'hypothèse de Descartes. Newton alors lui, sa vision de l'éther, en complément de ce que raconte Descartes, lui, et à un moment, donc au début de sa carrière, il comprend ou il fait l'hypothèse que la gravitation, c'est un changement de pression d'éther. Il l'appelle pas comme ça, mais il dit il doit y avoir entre l'espace et une planète, il y a de l'éther, mais il n'y a pas la même densité d'éther. Et c'est cette variation de densité d'éther qui crée la gravitation. Donc Newton pense que tu as moins d'éther, mettons, dans la Terre. Une fois que tu as ta planète, la Terre, mettons, comme planète, tu dis, bon, il y aurait moins d'éther dedans qu'à l'extérieur. Mais alors pour enfin bien comprendre ce serait un grand mot, mais pour essayer de toucher subtilement du doigt cette notion d'éther, quelle est la différence entre l'air ambiant qui nous entoure, là on parle de différents gaz, oxygène, etc., Oui. et l'éther? Ben, alors, très bonne question. Donc, ben, une fois que tu as fait le vide, donc là, l'air a été, c'est Torricelli à l'époque de Galilée qui a mis en évidence bon, la présence d'air, mais qu'une fois que tu fais, donc il cherchait à puiser, à puiser de l'eau à Venise, et puis au-delà de 10 mètres, ils n'y arrivaient pas, et là ils ont compris que c'était lié à la pression atmosphérique. Bon, mais une fois que tu as fait le vide, la question c'est, ok, une fois que j'ai enlevé l'air, j'ai du vide. Le vide, c'est quoi? Donc toute la question, c'est quoi le vide? D'accord? Et donc, ces physiciens de l'époque, ben, oui, des anciens physiciens, disons, nos pères de la physique, étaient d'accord pour dire il y a quelque chose dans le vide. Le vide n'est pas vide. Le vide est plein d'éther, c'est comme un gaz, mais un gaz très très subtil. D'accord? D'accord. C'est ça l'hypothèse, Donc il y a quelque chose. l'éther c'est pas rien, c'est pas le néant absolu, C'est de c'est l'énergie. En fait, c'est comme un gaz. Alors, on verra. Je viendrai, j'expliquerai justement, moi, ben, comment je me représente l'éther. d'accord. Mais donc, tu imagines, alors c'est ce que disait Newton. Newton était d'accord pour dire c'est un gaz, mais beaucoup plus subtil que l'air. Donc, très, très, ouais, il appelait ça très, très subtil. Ouais, un gaz subtil. Quand en laboratoire on fait une expérience sous vide d'air, ou quand on pompe de l'eau, comme tu disais, on enlève Hmm. l'air et on suppose que même en enlevant cet air et les gaz qu'il y a dedans, l'éther, lui, est toujours présent. Oui. Ben, Dans c'est ça l'hypothèse. d'une densité variable, mais toujours présent.
C'est ça l'hypothèse, c'est que le vide, il y a quelque chose. Le vide n'est pas vide, en fait. C'est l'espace, en fait. Qu'est-ce que tu appelles l'espace? D'accord? D'accord. Donc c'est ça. Donc c'est l'hypothèse de l'époque qu'il y a quelque chose qui crée qui crée l'espace. Et donc c'est ça qu'on appelle l'éther. Et, et donc Newton, lui, donc imaginait que la gravitation, c'est parce qu'il y a moins d'éther dans la Terre par rapport à la quantité d'éther qu'il y a quand tu n'es pas dans de la matière condensée, quand tu es dans le vide, par exemple. Donc le fait qu'il y aurait moins d'éther dans la Terre que dans l'air, ou dans l'air ou dans le vide, c'est comme de la météo. Tu as une plus basse pression et tu as une haute pression. Donc tu as un courant d'éther. C'était l'hypothèse de D'accord. Newton. D'accord? Et après, on a Thomas Young et Augustin Fresnel. Ça, c'est deux grands physiciens au père de la physique. Oui. Eux, ils ont travaillé sur la lumière. Mais avant qu'on comprenne vraiment ce que c'est, donc ça, eux, c'est au début du XVIIIe siècle, pardon, au début du XIXe, et ils arrivent à la conclusion que la lumière est une onde. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie ondulatoire de Fresnel. Et pareil, Jung a énormément contribué aux bases de cette théorie. Donc quand on dit la théorie ondulatoire de la lumière, ça veut dire qu'on comprend que la lumière est une onde. C'est pour ça que il y a des phénomènes de diffraction, tu as des arcs-en-ciel, etc. Ça va décomposer la lumière. Donc c'est tous les travaux de Fresnel et Young qui arrivent à la conclusion: la lumière est une onde, et une onde, pour se propager, comme une onde dans l'air ou une onde sur l'eau, il faut quelque chose. Une onde sonore, ça a besoin d'air pour se propager, et une onde dans l'eau, ça a besoin de l'eau pour se propager. Et donc la lumière, c'est pareil. C'est une onde qui a besoin de quelque chose, et donc ça se propage dans le vide. Ça vient la lumière vient des étoiles, vient du soleil, donc elle traverse l'espace. Donc effectivement, ça confirme qu'il y a quelque chose. D'accord? Mhm. Donc Ouais, ça jusqu'ici, c'est valide, logique. ça valide l'hypothèse que le vide n'est pas vide. Bon. Et arrive dans les années donc 1860 James Clerk Maxwell avec l'électromagnétisme. Donc lui, c'est lui qui a compris toutes les interactions entre le champ magnétique, le champ électrique. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie de l'électromagnétisme. Il a sorti les équations de l'électromagnétisme. Alors au début, il avait une vingtaine d'équations. Après, il a réussi à simplifier avec 8 équations. Il y a un mathématicien anglais qui s'appelle Heaviside qui a retravaillé ça, qui arrive à 4 équations. Bon, donc c'est les équations qu'on connaît aujourd'hui de l'électromagnétisme. Et que disent ces équations? C'est là qu'il a compris que la lumière est une onde électromagnétique, parce qu'il arrivait à la même vie. Les ondes électromagnétiques, donc les équations, il arrive à l'équation d'une onde. Donc l'électromagnétisme, il démontre qu'il y a des ondes électromagnétiques qui doivent exister. Donc les ondes électromagnétiques n'étaient pas connues à l'époque. Lui, il a trouvé les équations, il a dit: ah, eh bien, avec ces équations-là qui expliquent les relations entre le champ électrique et le champ magnétique, normalement, on doit pouvoir créer des ondes qui se transmettent dans le vide. C'est ce que Maxwell a compris. Mais ces ondes, c'est Hertz qui a réussi à les mettre en œuvre quelques années plus tard. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les ondes hertziennes. En fait, toutes les ondes électromagnétiques s'appellent les ondes hertziennes parce que donc Maxwell avait prédit qu'elles existaient, et c'est Hertz qui a réussi à montrer qu'elles existaient vraiment et à transmettre un signal dans l'air ou dans le vide entre deux antennes. Donc ça, c'est Hertz qui a réussi à faire ça. Bon. Et donc James Clerk Maxwell disait et donc a compris que la lumière a confirmé que la lumière est une onde, parce que même lui, il avait les équations de cette onde. Donc, il n'y avait plus aucun doute sur le fait que l'éther existe. D'accord? Et où ça se complique. Donc à la fin du 19e siècle, donc tous les physiciens sont convaincus que l'éther existe. Ils ont même réussi à mesurer la vitesse de la lumière précisément. Ça, c'est Fizeau, un Français, Fizeau, qui a mesuré la vitesse de la lumière à Paris en 1849.
à 5% près, donc c'est quand même super fort à l'époque de réussir à mesurer la vitesse de la lumière. Il a mesuré ça, lui, entre Suresnes et Montmartre, ou non, entre Suresnes et puis oui, Montmartre, je crois, oui, ou la Basilique. Bon. Et donc, il arrive à 5% près à mesurer la vitesse de la lumière. Et par contre, il y a un certain nombre d'expériences de physique. À chaque fois, donc, les physiciens de l'époque vous étaient convaincus que l'éther existait et donc voulaient mesurer comment se comporte l'éther sur des corps en mouvement. Typiquement, Fizeau, il voulait voir est-ce que la vitesse de la lumière, est-ce que de l'eau qui coule dans un tuyau, est-ce que ça emmène l'éther avec elle ou pas? Donc, chaque fois que les physiciens voulaient faire des expériences pour comprendre le comportement de l'éther,